Empreinte du Sud, samedi à 16h15 sur France 3 Provence-Alpes et France 3 Côte d'Azur. Bonjour à tous, Méditerranéo s'intéresse cette semaine au combat qui continue pour l'indépendance en Catalogne après les élections régionales, aux espoirs déçus des journalistes tunisiens et aux coups de crayon des dessinateurs de presse devant les événements en Méditerranée. En Catalogne, après les élections régionales, le président catalan Artur Mas est bien décidé à aller jusqu'au bout de son projet indépendantiste. Il a annoncé un référendum d'autodétermination pour 2014. Un bras de fer est engagé avec Madrid. Le gouvernement espagnol envisage de déposer un recours. Reportage à Sant Pere de Torelló, où le maire, lui, a déjà affiché la couleur. Direction ensuite la Tunisie. Après la révolution et les espoirs d'un retour à la liberté de presse et d'expression, les choses ne sont pas si simples. Les journalistes estiment que les pressions sont de retour et ils sont bien décidés à conserver leur indépendance. L'actualité dans les pays arabes qui inspire beaucoup les dessinateurs de presse méditerranéens. Plus d'une centaine d'œuvres ont été présentées à Paris. Le regard de 33 dessinateurs et caricaturistes qui racontent avec leurs crayons et leurs pinceaux les révoltes qui se sont produites depuis 2 ans. Enfin, notre séquence mémoire pour finir nous conduira en Sardaigne où nous avions rencontré un personnage étonnant, un sculpteur qui s'intéresse aux liens entre les pierres et les sons, une rencontre inattendue en fin d'émission. Un référendum d'autodétermination de la Catalogne en 2014, c'est le vœu exprimé avec force par le président du gouvernement régional, Artur Mas, réélu en décembre dernier pour un mandat de 4 ans avec l'appui du parti indépendantiste de gauche ERC. Artur Mas a donc décidé de poursuivre son bras de fer avec le gouvernement espagnol qui considère ce projet contraire à la Constitution. Reportage à Sant Pere de Torelló, où le maire et une majorité de la population ont déjà fait leur choix. Un nouveau pays que tout le monde désire, la Catalogne indépendante, c'est déjà une réalité au sud-est des Pyrénées. Dans le secteur de Torelló, il n'y a même plus de drapeau espagnol au fronton des mairies. Les seules couleurs hissées désormais sont celles de l'indépendance de la région catalane et du village. La mèche a été allumée par cet homme, Jordi Fabrega, le maire de Sant Pere. Son nom est connu dans toute l'Espagne. Des médias du monde entier viennent interviewer l'indépendantiste, mais s'il est plébiscité, c'est surtout par ses 2500 administrés. Le 3 septembre 2012, pour respecter leur volonté, il a proclamé son village territoire catalan libre. Depuis l'initiative fait tache d'huile, 175 conseils municipaux l'ont déjà imité. Cette provocation adressée à l'État central espagnol est devenue un combat symbolique. Regardez, chaque jour, il y a de nouveaux villages. Chaque jour. Regardez les dates, le 3 septembre, le 6 septembre, le 10. Actuellement, si nous résumons, le territoire catalan libre s'est majoritairement développé autour de Barcelone, d'accord ? C'est la force des symboles. Avec un simple changement de drapeau, Jordi a exprimé un basculement politique. Les partis sont obligés de se positionner. L'indépendance est devenue la question qui intéresse une très large majorité de Catalans, surtout s'ils sont ruraux en difficulté et lassés par l'absence de politique sociale. Nous ici, on travaille et on paye plus que les autres. Nous faisons un effort et nous ne recevons rien en échange. Le moment est arrivé où nous avons dit « c'est fini ».
Ici, la population meurt de faim. Beaucoup de gens cherchent simplement de quoi se nourrir. C'est pour ça que nous ne sommes plus d'accord. Tout le monde doit pouvoir manger. Et le gouvernement ne fait rien pour eux. Ici, impossible de trouver un défenseur du gouvernement et encore moins de son président, Mariano Rajoy. Les sujets de discussion favoris, ce sont les candidats catalans ou les prix qui augmentent et le rejet du Partido Popular au pouvoir à Madrid. Qu'est-ce que Madrid nous apporte? Rien. Et aujourd'hui, avec le PP, encore moins. Le Parti populaire dit que nous sommes déjà des privilégiés. Alors que devons-nous faire ici en Catalogne? Continuer à payer pour que Madrid ne fasse rien pour nous? Non, c'est injuste. Chaque année, l'État espagnol prend 16 milliards d'euros aux Catalans. Nous payons cette espèce de spoliation économique et rien n'est reversé à la Catalogne. En ces moments difficiles, nous avons plus que jamais besoin de l'indépendance pour le pays que nous pensons incarner. Nous sommes une nation, ni meilleure ni moins forte que les autres nations. Nous sommes bien moins nationalistes qu'ils le disent. J'entends dire ils sont très nationalistes, ils veulent se replier sur eux-mêmes. Non, la Catalogne est une nation et nous en sommes conscients. Si nous sommes indépendantistes, c'est parce que nous savons que c'est la meilleure solution pour la Catalogne dans le contexte actuel. À 80 km de Sempere, la capitale régionale Barcelone. C'est là que siège la Généralité de Catalogne, une sorte de gouvernement régional. Son président de centre-droit, Artur Mas, élu en 2010, s'est récemment converti à l'indépendantisme. Parlant de la volonté incontournable d'un peuple, il rejoint son opposant d'extrême gauche. Au-delà des clivages, les Catalans semblent s'opposer à Rajoy comme les Républicains s'opposaient à Franco. Le drapeau républicain de la Seconde République, celle de 1931, fait d'ailleurs son grand retour. Le mouvement indépendantiste se développe en Catalogne. Cela est dû à la colère sociale, aux difficultés que rencontrent les gens. Ils voient cela comme une solution facile, rapide pour sortir de la crise. Moi, je crois plutôt à un État espagnol fédéral, dans lequel toutes les communautés, tous les États fédérés décideront indépendamment pour leur territoire, mais travailleront ensemble au niveau national pour sortir de la crise actuelle. La Catalogne est une nation sans État. Nous avons plus que jamais besoin d'obtenir cette indépendance. C'est seulement ce que demandent les citoyens, la rue, la société qui s'est mobilisée le 11 septembre 2012 pour réussir la plus grande manifestation organisée en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec une revendication claire, la liberté de la Catalogne. D'ailleurs, depuis ce jour où à Barcelone, 1,5 million de personnes ont réclamé l'indépendance, une chanson en catalan envahit les ondes. À travers le temps, malgré les vents contraires, nous conservons nos convictions, car c'est ce qui nous porte, la flamme d'un peuple en mouvement. Avec la Flamma et à défaut de nation, les Catalans ont déjà un hymne. Berceau du printemps arabe, la Tunisie est aujourd'hui en pleine transition démocratique. Mais beaucoup d'espoirs sont déçus, en particulier notamment en ce qui concerne la liberté de la presse. Les journalistes dénoncent notamment les nominations à la tête des médias de service public, de l'audiovisuel, mais également de certains titres de presse écrite. Une équipe de Méditerranéo a suivi récemment le combat des journalistes du magazine Asaba. Un vent de révolte en ce début d'automne 2012 à la rédaction de l'hebdomadaire Asaba, un des plus vendus de Tunisie. Les journalistes ont entamé une grève de la faim. Ils protestent contre la nomination d'un nouveau directeur au profil contesté. Notre journal a subi des pressions. Nous avons refusé cette nomination abusive d'un ex-commissaire de police à la tête de la plus grande institution de médias en Tunisie.
Le seul moyen d'acquérir ou bien de réaliser nos revendications, c'est la grève de la faim. La contestation de la rédaction d'Asaba n'est qu'un exemple parmi d'autres dans le monde de l'information. Lorsqu'il y a 2 ans, les Tunisiens chassaient Ben Ali, ils espéraient certainement une véritable liberté d'expression. On a fait l'impossible pour que le gouvernement soit compréhensif pour les annonces et la publicité publique qui ne se donne que pour les journaux qui sont au rang du gouvernement. Mais nous, un journal qui vient de paraître, appelé La Révolution, nous travaillons pour le peuple, pour la Révolution, pour la Tunisie. Nous ne nous intéressons d'aucun parti, ni la Nahda, ni la Troïka, ni nous travaillons, mais on ne peut pas vivre sans ces publicités. Une délégation de la Fédération internationale des journalistes est venue soutenir la rédaction en grève. Nous n'avons que peu d'informations sur ce qui se passe ici, et ça c'est très inquiétant. On pensait qu'après la révolution, pour la liberté de presse, pour les journalistes et pour la démocratie, les choses se seraient améliorées. Mais ce que nous avons entendu et vu, et ce que nous voyons ici, c'est tout à fait différent. Nous, les journalistes, nous pensons que la priorité des gouvernants devrait être de faire sortir la Tunisie de son isolement. Le secteur le plus en danger, c'est le secteur public de l'information, c'est-à-dire soit le secteur audiovisuel, la radio-télévision, soit aussi les journaux publics tels que Dar Sabah. Ce n'est plus comme avant, c'était la liberté d'association. Plusieurs associations ont vu le jour, des partis politiques aussi. La haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution a proposé certains décrets qui sont progressistes. Mais petit à petit, on a vu que la liberté, surtout d'expression, surtout d'information, il y a une rétrograde de cette liberté. Cette liberté s'est rétrogradée de plus en plus. Climat social et politique tendu, polémique sur le statut de la femme dans le projet de constitution, le mouvement engagé par l'équipe du magazine est révélateur d'un contexte plus large de grande déception. Ben Ali s'est enfui et le système est resté tel quel. Mais 2 caméras ont été confisquées. Eh bien, le slogan qui a été spontanément publié par 2 activistes, c'était « Rendez les 2 caméras ». Moi j'ai dit « Non, gardez les caméras, mais donnez-nous la vérité. La vérité sur ce qui s'est passé pendant la Révolution, parce qu'à l'heure actuelle, il y a encore trop de zones d'ombre. » Le gouvernement parle et fait une autre chose. Il y a totalement une contradiction entre les paroles et les faits. D'une façon, on s'attaque aux journalistes parce qu'ils étaient propagandistes de Ben Ali. Et d'un autre côté, on nomme quelqu'un qui a fait la propagande de l'ancien régime à la tête des médias. Au-delà de la liberté de la presse, c'est la liberté d'expression au sens large qui est en cause. Comme les journalistes, les artistes tunisiens attendaient plus d'une révolution dont ils ont été les protagonistes. Quand on travaille dans l'espace public, on est plus exposé. Donc il faut savoir que le street art, c'est complètement interdit. Il y a un double danger. Il y a le danger de tout ce qui est illégal, parce que c'est illégal de travailler sur des murs. Et il y a aussi le danger des autres qui ne pensent pas comme nous et qui sont très agressives, et on peut recevoir des menaces de mort et tout ça. Vu que maintenant Facebook, c'est devenu, c'est là-bas où tout se passe. Donc c'est là-bas où on met les photos, et c'est là-bas où les réactions s'enchaînent avec des gens qui sont contre et qui ne sont pas pour, ou alors voilà. Ceux qui détiennent le pouvoir des médias sont les mêmes majordomes de Ben Ali. Rien n'a changé. Tout le monde me dit, Ben Brik, tu vas nous créer un canard satirique. Est-il possible de créer un canard satirique dans un pays ancré dans une région
pauvres et retardataires politiquement. La protestation des journalistes d'Assaba a finalement abouti. Le gouvernement a annulé la nomination du directeur, contestée par la rédaction. Mais les journalistes tunisiens savent qu'ils doivent rester vigilants et qu'ils auront sans doute d'autres combats à mener, pour eux, pour leur métier et pour le peuple tunisien dans son ensemble. Les événements qui se sont déroulés ces 2 dernières années dans les pays arabes ont inspiré 33 dessinateurs de presse qui ont présenté leurs œuvres à Paris récemment. Une initiative de l'association Cartooning for Peace qui a permis de découvrir des dessins provenant de différents pays et traitant des thèmes de la Méditerranée d'aujourd'hui. À leur façon, ils ont décrit leurs espoirs, mais aussi leurs craintes. Des coups de marqueur, du noir, du blanc, du gris, pour faire naître en quelques heures 2 fresques. Une invitation à découvrir une exposition sur le dessin de presse en Méditerranée. Ça montre une espèce de plante carnivore extraterrestre qui est formée, disons, par la putréfaction de vieilles dictateurs, tous ensemble. Et de cette plante, ça pousse une rose, comme si ça c'était un printemps, mais pas avec la connotation positive révolutionnaire l'année passée, mais avec la connotation inquiétante de la puissance du salafisme. L'espagnol fait référence à la Tunisie, la tunisienne revisite l'Espagne franquiste avec son Guernicat. Beaucoup de choses ont changé, ça c'est sûr. Malheureusement, la haine entre les gens et surtout la manipulation de ceux qui sont au pouvoir et qui envoient les gens se taper dessus, qui divisent pour mieux régner, ça n'a pas changé malheureusement. On devrait apprendre, mais on n'apprend pas. Pendant la révolution tunisienne, l'expression artistique a joué un grand rôle. Après la chute de Ben Ali, Nadia Chiari a dessiné son chat Willis jusque sur les murs des palais de l'entourage du président déchu. Pouvoir taguer et peindre là où les Trabelsi et autres vivaient, dans leur chambre à coucher, dans leur salon, il y a une petite jouissance quand même à le faire. Et depuis, c'est sur Facebook que Willis pose sa griffe, au gré de l'actualité et des débats qui enflamment la Tunisie. Merci. Si j'arrive à faire rire les gens par rapport à des situations qui sont souvent absurdes, et si en plus ça peut permettre de prendre un peu de recul, de relativiser, de voir les choses autrement, pour moi c'est parfait, quoi. Willis, il est né le jeudi 13 janvier 2011, au soir, pendant le discours de Ben Ali, son dernier discours, la veille de son départ. Et pendant ce discours, il nous promettait la liberté d'expression pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Entre autres, il nous promettait cette liberté d'expression, ainsi que la levée de la censure sur Internet, etc. Donc j'ai commencé à faire ces dessins et je les ai publiés sur Facebook pour vérifier si c'était bien vrai, tout ça. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il se sauve aussi vite. Sous Ben Ali, je ne dessinais pas du tout. Je peignais, j'enseignais, je continue à enseigner. Ce soir-là, à Paris, les dessinateurs débattent, notamment autour des caricatures du prophète Mahomet. Les aurait-il dessinées? À chacun ses limites et son sens des responsabilités. Si j'ai compris un truc dans mon métier, ça fait 23 ans que je fais, c'est que quand le péril est sur votre gueule, là vous pouvez y aller. Mais si c'est des gamins de la banlieue de Karachi qui crèvent, j'aurais honte de faire un dessin. 140 œuvres exposées. Elles viennent du monde entier et ont tout en commun la Méditerranée et son actualité. Une initiative de Cartooning for Peace, l'association de dessinateurs fondée par Plantu en 2006, Dessiner pour la paix, utopie
une possibilité. Il suffit d'y croire. Tout est possible du moment où on se dit que ça pourrait l'être. La portée d'un dessin, le seul juge est le lecteur. J'espère encore qu'on sert à quelque chose. Faire réfléchir, marquer les esprits. Ce défi-là, en tout cas, est relevé ici. C'est la fête du débat. C'est-à-dire que vous allez y voir des dessins qui sont des fois contradictoires, mais à la fois, on a voulu que la Méditerranée soit l'union de ces débats. Et que même cette Méditerranée montre que tous ces dessinateurs se mouillent. Bon, ils se mouillent dans cette eau, mais ils se mouillent parce qu'ils se mettent en danger. Cartooning for Peace, c'est aussi des rencontres. Ça va le juif? Oui, et toi? Dilem l'Algérien et Kishka l'Israélien. Ces deux-là s'adorent. Tu veux que je lui envoie une roquette? Un dessin. Comment rire en quelques traits des situations les plus tragiques, les plus tendues qui secouent la Méditerranée? Props. Montre. C'est moi qui ai le plus gros. Je vous le tourne là. Voilà. Ça m'est venu tout à l'heure pendant le débat et je le redessine. Je parle du mur d'incompréhension. C'est le vrai mur de séparation qu'il y a. C'est le mur d'incompréhension. Et le jour où cette incompréhension aura des failles, alors le mur pourra disparaître progressivement. Voilà. Oui, ce qu'il arrive à faire quand même pour un dessinateur israélien, ce discours n'est pas partagé par la majorité. C'est un risque de faire un truc comme ça. J'ai aucun risque à part le fait qu'on me considère comme un con, et ça je m'en fous. Oui, et ça c'est un luxe. Oui, parce que lui il s'expose à des vrais risques. Et Willis de Tunis, des vrais risques. Et il y a plein de dessinateurs qui sont dans des vrais risques. Et qui ont vu la couleur de ces risques. Moi, c'est vrai, je travaille dans des conditions de luxe parce qu'Israël, qu'on l'aime ou pas, c'est une démocratie. Je ne veux pas qu'on retienne quand même le côté dessinateur menacé. Non, le dessinateur il est jugé par rapport à ses dessins, pas par rapport à la menace qu'il peut représenter pour les uns ou les autres. Parler de mes dessins, je peux faire des bons dessins, de mauvais dessins, mais pas le type être menacé, c'est pas un mérite. Le mérite, c'est d'essayer de travailler, d'essayer de s'exprimer et de bien le faire. Derrière l'image ou la tête, derrière les visages du président, qu'est-ce qu'on retrouve? La mort. Sur les rives de la Méditerranée, plusieurs dessinateurs ont subi des violences. Ali Ferzat a eu les doigts brisés en Syrie. En Libye, Kaïs a payé de sa vie une caricature de Mouammar Kadhafi sur un mur de Benghazi. Une rencontre originale pour notre séquence mémoire d'aujourd'hui. Je vous propose de découvrir le travail du sculpteur sarde Pinuccio Ciola. Depuis 1996, ces sculptures dites de pierre sonore font l'objet d'installations et de concerts dans le monde entier. Mais c'est dans son univers en Sardaigne que nous l'avions rencontré. Les sculptures de Pinuccio Ciola résonnent quand on les percute, mais surtout quand on les touche ou quand on les frotte comme si c'était des harpes, ce qui dément une croyance pseudo-scientifique. La pierre a toujours été la sentinelle muette du temps. Dure, rigide, immobile, une matière morte. Eh bien non, elle est vivante. Dans tous les sens du terme. Il suffit de penser à la question que se posaient ces grands bâtisseurs de montagnes que sont les Incas. Qu'est-ce que la pierre? Et ils répondaient, l'épine dorsale du monde. Reconnu comme un artiste de dimension internationale,
Pinuccio Sciol a vu ses travaux présentés dans de nombreux espaces publics et musées d'art moderne. Ces pierres sonores font l'objet d'installations et de concerts dans le monde entier. Le sculpteur n'a pas fini de nous étonner. Voilà, cette édition de Méditerranéo est à présent terminée. Vous pourrez voir ou revoir tous ces reportages sur notre site internet. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.